ne parle que de ça. Après la colère et le chagrin, les survivants et leurs familles devront reprendre une vie normale. Mais quel parcours les attend? Françoise Rudetsky, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la fondatrice de SOS Attentat et depuis 30 ans, on peut le dire, vous êtes la voix des mutilés du terrorisme. Quel parcours vont devoir surmonter les survivants des attaques sanglantes que nous avons connues ces derniers jours? Il y a différentes catégories de victimes. Il y a les proches des personnes décédées. Ces personnes-là, il va falloir que nous les aidions à vivre leur deuil et non pas à faire un travail de deuil, qui n'est pas une expression adaptée. Il faut apprendre à vivre ce deuil, à l'intégrer dans sa vie. Donc il y a un travail bien particulier à faire avec les spécialistes du deuil traumatique, c'est-à-dire un deuil qui arrive soudainement, pas après une longue maladie. Ensuite, il y a les blessés graves qui sont hospitalisés, qui ont des graves blessures physiques, mais en même temps, ils présentent des états de stress post-traumatique. Mais comme ils sont dans des hôpitaux, soit militaires, soit les grands hôpitaux de Paris liés au plan blanc, ces victimes vont recevoir aussi des soins psychologiques, avec des psychiatres et des psychologues formés au stress post-traumatique type névrose de guerre. Et puis il y a tous les choqués, les impliqués, qui ont assisté à la scène. Alors il y a là aussi deux cas de figure. Il y a ceux qui étaient sur les lieux mêmes, les 1400 rescapés du Bataclan, qui ont vécu des scènes d'horreur, qui ont été confrontés à la mort des autres, qui ont vu peut-être arriver leur propre mort et qui pendant 2 heures ont été confrontés à ces scènes de guerre. Donc il y a une prise en charge là aussi particulière que les médecins militaires connaissent bien, mais de nombreux médecins civils se sont formés à ce stress post-traumatique. Et puis il y a, je dirais, un cercle plus large de personnes présentes sur les lieux, qui ont entendu, qui ont vu de loin. Qui ont aidé aussi. Qui ont aidé, qui ont dû fuir et qu'il va falloir retrouver parce qu'il faut qu'on s'occupe de ces personnes-là. Les personnes peuvent présenter un stress post-traumatique dans les quelques heures ou les quelques jours, mais peut y avoir aussi un temps de latence. C'est une bombe à retardement, voilà, si je puis me permettre. Et d'ici 1 mois, 2 mois, peut-être développer ce stress parce que dans un premier temps, elles se disent... Une forme de décompression, c'est ça? Voilà. Et elles se disent, j'ai échappé, je vais bien, je suis rentrée chez moi. Et en fait, et j'insiste, ces personnes doivent aller consulter. Ce n'est pas qu'on veut médicaliser tout le monde, mais un premier rendez-vous serait nécessaire. Faire un petit point, avoir des points de consultation réguliers, au plus près, oui. Au moins avoir des adresses, dire que si ça ne va pas, il faut aller voir des personnes spécialisées. Certaines personnes, on les a vues parmi les survivants qui ont témoigné, qui n'ont pas forcément été blessés, évoquent la honte et la culpabilité d'être en vie. Comment on les aide à survivre à ce sentiment-là? Oui, les médecins, les psychiatres et psychologues formés à ce genre de traumatisme connaissent bien ces pathologies. Les victimes de guerre, les soldats même qui ont vécu sur le champ de bataille des scènes de ce type-là, connaissent bien. Nous, à SOS Attentat, du temps où existait, puisqu'elle était SOS a été dissoute en 2008 parce qu'on me disait... On en a fini avec le terrorisme. On avait fait mener 2 études épidémiologiques avec, à la fois au plan physique et psychologique avec un comité international. Et on avait comparé la population des civils de ces attentats avec la population des vétérans du Vietnam. Et il s'avérait que ce stress post-traumatique était d'une fréquence beaucoup plus importante que chez des militaires ou des soldats qui avaient été préparés au combat. Là, le terrorisme, ça touche des populations civiles en temps de paix.
Mais à partir de ces 2 études, j'ai obtenu depuis 1990, par une loi, le statut de victime civile de guerre, ce qui permet aux victimes, quelles qu'elles soient, n'importe quelle catégorie, d'être suivies dans des hôpitaux militaires, à la fois pour leur tout au long de leur vie. Exactement. À la fois au plan physique et psychologique, elles vont bénéficier de ce statut, de la protection de ce qu'on appelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Et c'est un statut qui est accordé à vie, avec des soins gratuits, le statut de pupille de la nation pour des enfants pas seulement orphelins, des enfants touchés par le terrorisme, qui étaient présents ou dont les parents ont été touchés. Donc c'est une protection qu'offre la nation et c'est une reconnaissance que le terrorisme est bien une nouvelle forme de guerre. Ce terme de guerre qu'on a entendu dans les minutes qui ont suivi les actes terroristes a été beaucoup employé. Même les pompiers et les médecins eux-mêmes qui ont pris en charge les victimes ont aussi parlé de blessures de guerre pour décrire les mutilations des blessés. C'est un terme que vous avez vous-même utilisé. Vous êtes d'accord avec ce terme-là ? Bien sûr, c'est sur cette base-là qu'en 1990, j'ai obtenu ce statut, car les blessures ne sont pas les mêmes que dans un accident de la route. Ce sont des armes de guerre, des bombes, des grenades, des fusils, des kalachnikovs. Et les blessures physiques, déjà, c'est de la chirurgie de guerre. Et les médecins l'ont dit et redit hier, plus il y a un nombre de victimes en masse. Et au plan psychologique, c'est tout à fait le tableau de ce que présentent les soldats au combat, que ce soit actuellement les soldats dans les opérations extérieures à la France, ou les vétérans du Vietnam, ou d'autres combattants. Est-ce que ce n'est pas quelque part un peu pernicieux d'utiliser ce terme de guerre ? Parce qu'évidemment, grâce à ce terme-là, aujourd'hui, la population prend conscience de la gravité de la situation, de la réalité qui l'entoure, mais d'un autre côté, est-ce que ça ne va pas nous entraver dans notre capacité à reprendre le dessus ? Écoutez, je crois qu'on s'est relevé en France de nombreuses guerres. On a connu des situations de guerre, je dirais, en permanence. On a connu, après la guerre d'Algérie, des années, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, où nous avons vécu des situations de paix. Malheureusement, la France a été au cœur de nombreux conflits. La France en est remise, la France se remettra de cette situation. Il ne faut pas dire que la vie ne sera plus jamais comme avant. Madrid s'est relevé de 200 morts à Tocha en 2004 avec des milliers de blessés. New York s'est relevé de cet attentat en 2001. Londres s'est relevé, Bombay s'est relevé. Donc Paris se relèvera une nouvelle fois ? Évidemment, bien sûr. Bien sûr, il faut rester solidaire. Il faut que cette solidarité vis-à-vis des victimes ne faiblisse pas. Il ne faut pas que ce soit juste dans les moments d'émotion. Il faut montrer aux terroristes qu'ils n'ont pas gagné et qu'on est solidaire avec les victimes. Et c'est la meilleure réponse que nous pouvons offrir aux terroristes en disant « vous ne touchez pas à nos valeurs et vous ne toucherez plus à nos victimes. Nous serons solidaires à vie de ces victimes ». Françoise Rudetsky, à quoi va ressembler votre combat dans les prochaines semaines ? J'ai beaucoup à faire. D'abord, je siège au conseil d'administration du Fonds de garantie, donc nous allons prendre en charge ces milliers de blessés. Je voudrais donner une information importante parce que la question m'est posée. Tous les frais d'obsèques, bien sûr, sont pris en charge et les familles n'ont pas à avancer l'argent. Les pompes funèbres doivent envoyer directement leurs factures au fonds de garantie. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est que les victimes blessées obtiennent des certificats médicaux détaillés avec éventuellement des arrêts de travail. Ça, c'est mes 2 premiers conseils. Alors, mon travail va être de suivre tous les dossiers d'indemnisation, de veiller à ce que les victimes soient traitées à égalité. Et ensuite, je viens, juste avant les attentats, d'être nommée par le président de la République membre du Conseil économique, social et environnemental au titre de l'aide sociale, du handicap et de la santé.
Donc je crois que je vais avoir un gros travail à faire de sensibilisation de cette 3e assemblée. Et déjà, j'ai eu des messages, le Conseil économique et social va se pencher sur la prise en charge des victimes pour essayer d'améliorer nos dispositifs. Également, le ministère de la Santé a lancé, après janvier 2015, une grande enquête épidémiologique qui s'appelle Impact sur les près de 500 personnes impliquées dans les attentats de janvier, aussi bien les victimes, les parents, les équipes de secours, les pompiers, les policiers, les urgentistes. Cette enquête est en cours ? Elle sera publiée en 2016 et ça va nous aider aussi à mieux évaluer ceux qui viennent d'être touchés. Voilà. Donc, merci beaucoup Françoise Rudetsky d'être venue au Figaro. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.